On est parti et nous allons parler de la grande malédiction des entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu es coach, thérapeute, formateur, voire même consultant, ou que tu souhaites le devenir, il y a de grandes chances pour que tu te fasses, je dirais, piéger, attraper par cette malédiction entrepreneuriale. Et parce que là, vraiment, si on me dit le mot entrepreneur, c'est juste parce que ce sont des personnes qui deviennent indépendantes ou qui sont indépendantes. Donc, on va voir tout cela en détail et on ne va pas parler que d'entrepreneuriat, puisqu'on est quand même dans un lieu où on parle énormément de connaissance de soi, c'est le fer de lance. Donc, on va aller sur vraiment comprendre ce qui se cache, ce qui se joue d'un point de vue de la connaissance de soi. Et pour cela, je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai amené avec moi, j'ai invité Fabien Delcourt, qui, comme tu vas le voir, est une personne qui est très spécialisée sur l'entrepreneuriat et sur la connaissance de soi. Fabien, je vais te laisser te présenter et après, on va dans cet épisode de podcast et de vidéo, puisqu'il est également retransmis en vidéo, on va vraiment aller à fond sur ces sujets-là et aller plus en mode conversation et en mode avancement parce qu'on a beaucoup à dire, parce que toi et moi, on est tombés dans cette malédiction de l'entrepreneur. Je te laisse te présenter et on va aller dans le vif du sujet après. Salut Nico et merci pour l'accueil, merci pour ce partage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire effectivement. Qui je suis? Grande question. On va faire simple pour mettre l'étiquette pour rendre un peu l'image concrète. Moi, je suis entrepreneur depuis 2014, auteur d'un livre qui s'appelle L'ingrédient secret de la réussite. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'aide et j'accompagne des gens, des entrepreneurs, des profils différents qui veulent un business qui leur correspond vraiment. J'entends par là que, comme tu l'as dit, malédiction de l'entrepreneur, il y a ce côté, il y a plein de méthodes, plein de formations, on nous vend plein de trucs. Chacun pense avoir trouvé la septième merveille, la huitième merveille du monde et prêche pour sa paroisse. Et on se fait hypnotiser, on pense qu'on doit faire ça, etc. Ce qui a tendance à nous éloigner, alors je vais parler pour moi déjà, hein, ce qui a eu tendance, moi, à m'éloigner de ma propre essence, ce qui m'a éloigné, moi, de ma vérité intérieure. Et je me suis rendu compte que je suis loin d'être le seul, qu'il y a plein de gens, et particulièrement les profils qui sont influençables, alors certains vont m'être sensibles, HP, etc. En tout cas, les profils un peu différents, atypiques, qui se posent mille questions, vont être très influençables par ce discours marketing et vont se perdre dans l'histoire. Et on se retrouve du coup dans un modèle qui n'est pas le nôtre, dans une façon, il faut faire des webinaires, il faut faire de la pub, il faut faire des ceci, cela, tel modèle, tel truc d'infoprenariat, de coaching, de machin. On en a beaucoup parlé en off tous les deux en plus, Nico, et on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de vérité unique, bien sûr, et que la réponse, la clé, c'est pas à toi que je vais te l'apprendre, elle va se trouver en nous, vraiment dans notre fonctionnement, dans notre personnalité, dans nos talents les plus naturels, dans nos forces, quoi. C'est avec ça qu'on doit entreprendre et pas avec une méthode. La méthode, c'est comme un bonus, mais c'est pas la méthode qui va changer profondément la façon dont on entreprend. Donc, ça demande de presque prendre le truc à l'envers parce que souvent, tu sais, je veux entreprendre, je veux lancer une activité, je fais quoi? Je tape comment lancer mon activité sur Internet ou je vais regarder des vidéos en ce sens. Et donc, j'ai des mecs qui vont me dire, il faut que je fasse un tunnel de vente. Ou, il faut que je fasse un site Internet. Il faut que j'aille faire mes prospectus. Mais en amont, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'entreprends? C'est quoi le truc que j'amène au monde? C'est ça les vraies questions qui souvent viennent après, en fait. Moi, je me les suis posées bien après. Et bref, voilà en quelques phrases ce que je fais. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que finalement, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup discuté ensemble, et c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on apporte au travers de cet épisode, de cette vidéo, ce podcast, peu importe, c'est vraiment ce recul, cette voix, on va dire, alors j'ai entendu tout à l'heure ce mot-là dans un épisode que j'écoutais, du grand frère, cette voix qu'on aurait aimé entendre il y a quelques années en arrière. Parce que ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi. Et ce qui est énervant, je trouve, ce qui est vraiment le pire de tout, c'est quand tu vas écouter, parce que finalement, tu as une personne qui a pignon sur rue, qui a une forme de crédibilité, qui te dit, fais ça, ça va fonctionner, ça va marcher pour moi, ça va marcher pour toi, que toi, tu bosses comme, disons le mot, comme un connard, et finalement,
tu te retrouves in fine et ça ne marche pas. Et en plus, tu te retrouves un peu, je dirais, comme Jean-Claude Van Damme, ce que tu n'as pas appris à faire le grand écart, avec tirer la jambe d'un côté et tirer la jambe de l'autre. Tirer la jambe d'un côté dans le sens, c'est ça qu'il faut faire, et tirer la jambe de l'autre dans le sens, je suis en train de me perdre et je suis en train d'aller au-delà de nos valeurs. Et je sais que les personnes qui nous écoutent, comme tu as cité ce mot d'hypersensible, d'atypique, alors il y a plein de noms, HPI, hypersensible, zèbre, TDAH, il y a une grande batterie de noms. On pourrait prendre aussi quelques sur les néagrammes, par exemple, certains types de personnalités, comme le type 4, par exemple, comme également un MBTI, les INFJ, les fameuses INFJ, INFP, INTJ, et bien d'autres choses encore. Donc voilà, d'ailleurs, on va parler peut-être, je pense, de ces notions d'étiquette ou de positionnement. Mais dans tous les cas, ça veut dire une chose, c'est qu'on est nombreuses et nombreux, quel que soit là où on va se positionner, à vivre ça et à souffrir. C'est pour ça que je parle vraiment de malédiction. Parce qu'une malédiction, c'est, si on prend vraiment le sens original, enfin, pas le sens original, mais comment ça se passe, une personne qui, si on prend vraiment quelles soient les croyances de chacun, une personne qui se dit « je suis maudite », c'est une personne qui lui arrive que des galères, qui n'y arrive pas, qui en chie dans sa vie, et finalement qui ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, elle va aller voir une personne, un exorciste, une sorcière, peu importe la personne, qui va lui dire, oui, ça t'arrive quelque chose de mal pour toi parce qu'il y a ça qui se passe. Et nous, finalement, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on a un truc, ça ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi, on a l'impression d'être maudit, mais en fait, il y a une explication qui est derrière. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que tu vas pouvoir rebondir sur pas mal de Ouais, choses ici. ouais, carrément. Tu parles de malédiction et c'est vrai que ça m'a fait repenser à une époque où j'ai vraiment cru que j'étais maudit. Vraiment, quand C'est vrai? je m'étais raconté une narration. Alors, c'est de la petite anecdote. J'étais Intéressant. en classe verte quand j'avais 10 ans. Et moi, j'avais tendance à. Bon, si on parle de spirale dynamique, voilà, on va déjà parler hors spirale dynamique, mais ouais, il y a des cadres, il y a des règles, il y a des normes, il y a des croyances, il y a des trucs à respecter. Le fameux marche pas sur la pelouse, le fameux dépasse pas telle vitesse ou ne touche pas tel objet dans le musée. Moi, j'ai toujours eu cet esprit de contradiction. Quand on me dit de ne pas toucher un truc, je le touche. Donc, quand on était en classe verte, ça m'a marqué. On était, je ne sais plus quel était le lac, mais je crois que c'était entre le Puy de Dôme et le Puy de Sancy quand j'étais en classe verte en Auvergne. Et il y avait ce lac avec une légende qui disait qu'il y avait un monstre au fond de l'eau et qu'il fallait surtout pas, surtout pas jeter des cailloux dans l'eau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté mon caillou dans l'eau. Et bref, ça m'était resté dans le coin de ma tête et tu étais censé être maudit pendant 7 ou 8 ans. Et j'ai Il est regardé. sorti? Il est sorti. Non, il n'est pas sorti. Non, non, il y avait pas de monstre. Mais par contre, il y avait l'idée que tu étais maudit pendant 7 ans, je crois. Et bon, moi, je ne croyais pas spécialement à ça, mais bon, tu sais, j'étais petit et tout. Et pendant des années après, quand je voyais, quand j'étais ado, j'étais malheureux. À chaque fois, je tombais dans des classes de merde. Je n'avais pas de copine. J'étais malheureux. Je me suis raconté, je me suis créé mon récit que, ah tiens, peut-être que c'était parce que ce jour-là, j'ai jeté le caillou. Et bref, pendant que tu parlais de malédiction, je suis allé regarder l'étymologie. Intéressant. C'est Et- malédico, dire du mal. Et, Ah, si on regarde, en fait, une malédiction, c'est que cette malédiction de l'entrepreneur, cette malédiction du profil un peu atypique, c'est que, en fait, comme il n'est pas à sa place, alors il lui arrive des merdes. Comme il écoute le chant des sirènes marketing et des formateurs et des machins, il se perd lui-même. Et effectivement, je me suis perdu moi-même, c'est ce que tu as dit toi aussi. Et du coup, en étant trop happé par ce chant des sirènes, en ne s'étant pas attaché au mât comme Ulysse, je ne sais jamais si c'est Ulysse, c'est je crois ça. que comme on ne s'est pas attaché au mât, on se fait happer et on finit avec les sirènes. Et du coup, comme on n'est pas dans nos pompes, on est décentré finalement, on n'est pas dans notre axe, il nous arrive des trucs de merde. Effectivement, ça ne se passe pas bien, c'est pas fluide. Parce que on a cherché à planter la graine qu'on est, une graine de tomate par exemple, on a cherché à se planter dans le désert et ça ne marche pas. Et, et c'est là où effectivement ça revient avant d'écouter les autres, avant d'écouter ces formateurs, ces méthodes, c'est quoi que ce soit, toujours faire passer par le discernement. Par ce discernement, tu vois, OK, pour pas se retrouver comme JCVD, comme tu dis, en grand écart entre ce qu'on vit intérieurement et la réalité, de finalement jauger, tu vois. Qu'est-ce que moi je sens?
Et comment ça résonne chez moi, ce truc-là? Ok, le mec, il a montré plein de témoignages. D'accord, il y a 100 personnes. Ok, il a eu 1500 clients. D'accord, il est millionnaire. Très bien. Ok, tous les leviers de persuasion sont là. Ok, mais moi, est-ce que ça fait écho pour moi? Est-ce que ça résonne de faire son truc-là, de cette méthode? C'est super, ça a l'air de marcher pour lui, très bien. Mais des méthodes pour réussir, il y en a des millions. Chacun a sa façon. Mais moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi à l'intérieur? Avant toute chose, qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui ne résonne pas? Et comme ça, on peut faire ce tri, on peut commencer à trancher. On utilise notre centre instinctif, voilà, comme en énéagramme. Notre centre instinctif, certains, moi, ça a été dur parce que je réprime le centre instinctif, par exemple. Donc, c'est dur pour moi de trancher, de dire non, ça c'est moi, ça, c'est pas moi. Le conflit, tu vois, non, ça, c'est l'autre. Ce côté tranché. Mais il est Mm. important parce que ça permet de trancher dans les méthodes qui résonnent et celles qui ne résonnent pas. Et de dire non, ça, OK. Par exemple, j'en parlais avec une amie tout à l'heure. Les réseaux sociaux. Publier sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, être visible, publier régulièrement, plaire aux algorithmes, etc. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est à la mode. C'est ce qui fonctionne. Mais moi, ça me gonfle. Moi, Nico, ça me saoule. On en a parlé en plus. C'est Ouais. quelque chose qui me nourrit pas. C'est la guerre de l'attention. C'est à qui sera le plus m'as-tu vu, le titre le plus putaclic. Moi, ça me plaît pas. C'est pas une guerre C'est que j'ai pas envie ton de truc. jouer. J'ai même pas envie de jouer à cette guerre-là, en fait, à cette guerre de l'attention. En tout cas, pas ce prisme-là. Donc, je fais quoi? J'ai renoncé, j'ai fait le deuil, j'ai tranché. Donc, centre instinctif, stop. Je veux pas jouer le jeu de réseau. Si je le joue, ça sera par quelqu'un qui le fera à ma place. Plus tard, je délègue. Mais moi, ça me nourrit pas. Ça nourrit la comparaison, ça nourrit le fait que ah putain, il a plus de likes que moi. C'est pas constructif, c'est pas ce que je veux pour moi. Moi, je veux partager, je veux donner des choses. Donc, c'est un format tel que celui-là avec toi, c'est infiniment plus nourrissant pour moi que de faire un vulgaire post où je vais chercher à attirer le chaland, tu vois, à me battre contre tous les mecs qui font des posts et qui veulent à tout prix attirer des visiteurs. Donc, il y a ça. Il y a trancher, déjà, tu vois, je tranche, je discerne, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et il y a du coup, j'en ai parlé, le deuil. Un deuil émotionnel, du coup, je fais le deuil en fait, je ne serai pas visible sur les réseaux. Je ne serai pas peut-être cette figure de proue d'Instagram avec 50 000 followers. Oh là là, je ne serai pas approuvé socialement, machin. Ben ouais, c'est un choix à faire. En tout cas, moi, c'est mon choix. Donc, il peut derrière le faire de trancher aussi, OK, ben, d'accepter de payer le prix. Donc, une notion de deuil aussi Ouais. qui peut être là. Voilà ce que ça m'évoque déjà de prime Non, abord. c'est super intéressant et c'est très fort ce que tu dis. Ce sont vraiment des conseils clés et je rajouterai, et là vraiment de nos expériences conjointes, c'est-à-dire toi tu as commencé, tu m'as dit 2013 ou 2014 c'était? Tout fait en 2013. Ok, donc on va dire fin 2013. Moi, j'ai commencé en 2011 et donc tu sais qu'on a testé des trucs. Et il y a quelque chose qui est clé. C'est ce que tu disais par rapport à. C'est pas le genre, t'es pas sur Instagram, t'as raté ta vie, ou tu t'es pas sur TikTok, t'es en train de lâcher l'opportunité du siècle. Parce que c'est ça, à un moment donné, ça a été un des discours. Là, il y a un an ou deux, c'était genre, si t'es pas sur TikTok, tu fais pas excuse-moi de dire ça, le guignol sur TikTok, tu as raté ta vie. Alors, qu'on se fasse une petite parenthèse, il n'y a pas besoin de faire le guignol sur TikTok. Il y a des choses très bien sur TikTok et des créateurs de contenu qui sont super sur TikTok et que j'ai moi-même suivi. Comme toi, j'ai dégagé TikTok à un moment donné parce que c'était nocif par rapport à moi en tant que créateur et en tant que consommateur. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra peut-être en reparler un autre jour de ça parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais pour revenir, pour recentrer sur ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a mille et une façons de réussir. Et il n'y a pas vraiment besoin de réussir selon ce que l'on définit soi-même en tant que réussite. Et il n'y a pas besoin d'être sur Instagram, il n'y a pas besoin d'être forcément sur Facebook, il n'y a pas besoin d'avoir son putain de compte LinkedIn, il n'y a pas besoin de faire des vidéos comme le fait Nicolas, comme le fait Fabien sur YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir un podcast, il n'y a même pas besoin d'avoir Internet pour réussir. Et ça, c'est vraiment un point fondamental que vous, toi qui nous écoutes, vous devez ou tu dois assimiler, pas seulement entendre, mais et pas seulement savoir, mais comprendre, c'est-à-dire intégrer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, comme tu disais, l'histoire du deuil, c'est si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Mais non, il y a plein d'exemples. Il y a des personnes qui ne sont
pas visible sur Internet. Moi, j'ai un ami qui est magnétiseur, ça fait 40 ans qu'il fait ce métier. Il n'est pas visible sur Internet. Et il gagne très bien sa vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sa façon de faire, son approche, tout ce qu'il a développé était en congruence, en accord avec lui. De l'autre côté, on va avoir d'autres personnes qui vont être que sur Instagram. Ça va fonctionner de fou. D'autres personnes qui ne vont pas entendre parler des réseaux sociaux et qui vont faire, par exemple, de la publicité ou d'autres qui vont faire que de l'article, que de l'écrit. D'ailleurs, c'est une des parties de tes spécialités aussi, l'écrit. Et ça, c'est super important de savoir s'écouter, de prendre conscience déjà qu'il n'y a pas une voie. Tu parlais de spirale dynamique tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on voyait du bleu, du violet, du rouge. Et là, ici, je parlerai mais justement du bleu dans le sens où on a tendance à avoir cette croyance qu'il n'y a qu'une seule voie et que c'est là qu'elle marche. Non, les voies sont multiples. Et c'est génial parce que finalement, on a envie de dire, choisis ton chemin. Mais choisis ton chemin, non pas parce qu'on te dit que c'est celui-là ou celui-là tu dois aller, mais là où ça fait sens pour toi. T'aimes écrire, ben, va sur l'écriture. T'aimes faire des petits textes et trouver des visuels jolis, ben Instagram, peut-être que c'est pour toi. T'aimes faire des vidéos et parler pendant 3 plombes comme Nicolas ou Fabien, eh bien, des vidéos, le podcast, ça peut être une idée. Ou peut-être rien de tout ça. T'aimes pas avoir un contact avec des personnes, par contre, tu as un très bon réseau, peut-être d'autres personnes peuvent te mettre en avant pour toi. Et ainsi de suite. Je te laisse rebondir, j'étais un peu long. Complètement. Merci pour ce que tu dis parce que ça fait du sens. Ça amène à, encore une fois, cette connaissance de soi. Moi, en tant que personnalité, en termes d'identité, si on parle de pyramide de Diels, par exemple, qui je suis niveau identitaire, où là, l'énéagramme va nous renseigner clairement sur nos fonctionnements, sur nos mécanismes égotiques, sur notre prisme sur la vie, sur les blocages qu'on va rencontrer, les peurs, enfin, sur tout ce qu'on va vivre dans notre quotidien d'entrepreneur et qui peut nous faire galérer concrètement. Et le MBTI, en tout cas les fonctions cognitives plutôt, vont nous parler vraiment de là où on va exceller, en fait, là où on est bon. On en parle aussi tous les deux de ce truc. OK, Ouais. je suis bon à ça, je suis bon à créer, à avoir des idées boum. En fait, c'est même pas que je suis bon, c'est que ça se fait tout seul. C'est comme le poisson dans l'eau, c'est naturel. Et il s'agit de voir qu'est-ce qui est naturel ou pas pour nous, parce que si on cherche à développer une activité, parce que c'est un peu le sujet du jour, si on cherche à entreprendre, à être formateur, à lancer son activité de coaching, de thérapeute, etc., alors qu'on base notre stratégie sur un truc où on est mauvais, parce qu'on a entendu une voix bleue, il faut faire ça, c'est la voix, c'est un mec qui était tellement convaincu, c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Ou même un coach orange qui a dit, moi, c'est celle que j'ai tout split testé, ça a été la meilleure, la plus prouvée, machin, par la stratégie, les chiffres sont les meilleurs, ROI, machin, mon ROI a fait x3 quand je suis passé en pub webinaire, machin, ok. Mais quel que soit son discours, il ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas tes talents, il ne sait pas ton contexte de vie, il ne sait pas combien de temps tu as à dispo, il ne sait pas si tu as une famille. Et si ce n'est pas contextualisé et qu'en fait, si on n'a pas un minima, du coup, une approche verte avec une connaissance de toi, de tes besoins, de qui tu es, on va dans le mur. Et c'est là où on peut, Nico, on peut aller chercher l'analogie avec la CNV, en tout cas avec les besoins. C'est qu'au final, on peut confondre aisément besoin et stratégie. J'ai besoin d'amour. Donc, ben, je vais chercher le raccourci par mon partenaire, ma partenaire. Je vais chercher à ce qui m'aime, à ce qui m'apporte, à ce qui me nourrisse à cet endroit-là. Et donc, on peut faire le raccourci, j'ai besoin de toi. Mais non, j'ai besoin d'amour. Mon besoin d'humain, c'est d'être aimé, c'est d'être reconnu, ou c'est d'être en sécurité, ou c'est d'être respecté. C'est un besoin. Et c'est là où, en fait, les stratégies sont multiples. J'ai besoin d'amour, d'accord, mais je peux m'en donner à moi-même. Je peux demander à ma compagne, mon compagnon. Je peux aller voir des professionnels de professionnels de santé mentale, bien sûr. Je peux avoir des amis. Bref, il y a plein de stratégies. Mais en business, c'est pareil. Il y a des besoins fondamentaux dans le business. On pourrait même faire le corollaire, du coup, le besoin en tant qu'entité, en tant que personne morale. Il y a des besoins de faire entrer du cash, de la trésor, un besoin d'avoir des clients, d'avoir de la rentabilité. Il y a un besoin d'avoir un positionnement unique et spécifique. Mais les stratégies pour ça, mais elles sont multiples. On a besoin de 2 éléments, de trafic et de conversion. On a besoin de gens qui viennent devant le magasin et des gens qui rentrent dans le magasin pour acheter. Mais ça, comme tu l'as dit, ça peut être accompli de multiples façons. Si tu prends ton pote magnétiseur, ben, en présentiel, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui s'en sortent très bien sans être sur Internet. Une bonne boulangerie, qu'est-ce qui s'en fout d'être sur Internet?
c'est du local, il a son positionnement, il a sa stratégie. Donc, revenons, effectivement, faisons bien le distinguo du coup entre les besoins, entre ce qui est vital, d'avoir du trafic et de la conversion. Ça veut dire un business n'existe pas s'il n'y a pas des clients. Mais par contre, les stratégies pour que ça ait lieu, il y en a des milliers. Et il est important, à mon sens, et c'est ce que tu dis aussi, de le recouper avec qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Est-ce que j'aime écrire ou pas? Est-ce que j'aime faire des vidéos ou pas? Est-ce que j'aime me montrer, aller faire des confs, aller rencontrer des gens ou pas? Et bien sûr, on n'est pas dans le j'aime ou j'aime pas. On est dans une échelle de nuances de à quel point j'aime ça et à quel point je suis excellent là-dedans. Là, on peut rallier le concept de l'ikigai. À quel point ça me fait kiffer et à quel point je suis bon naturellement là-dedans. Et dans cette échelle-là, dans cette échelle-là, on va amener de la nuance et on va pouvoir sélectionner les stratégies qui collent avec nous, en fait. Et du coup, être dans quelque chose qui est fluide, qui est beaucoup plus dans aller avec le sens du courant, dans le sens de l'eau, avec la gravité, c'est fluide et ça coule. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile et qu'à des jours, on n'aura pas la flemme, mais ça va couler. Versus, je suis en mode Sisyphe à pousser mon caillou comme un connard, à ne pas y arriver, comme j'ai fait pendant des années, parce que je cherche à utiliser des stratégies d'autres personnes. Je pousserai le caillou et la métaphore Sisyphe jusqu'au bout parce que je la trouve très, très adéquate. C'est que tu portes ton caillou, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ça ne passe pas. Le caillou, il retombe par terre et tu reprends avec une nouvelle méthode. Et tu remontes et ainsi de suite. Donc, ouais, c'est là où il y a cette libération à faire à un moment donné de laisser le caillou et aller ailleurs. Non, mais ce sont des très bons conseils. C'est vraiment ces points clés. Et c'est toujours le retour à soi. On se pose, on voit qui l'on est, on voit comment on vibre, ce que l'on fait. Voire on teste, parce que si tu n'as pas testé non plus, tu ne peux pas savoir. Donc, tester, est-ce que la vidéo c'est pour moi? Est-ce que l'écrit c'est pour moi? Il n'y a même pas besoin de le diffuser. Hein. Il y a juste besoin de faire 2-3 tests, la personne, et voir comment elle vibre avec ça. Et en fonction, et comment elle se sent, est-ce que c'est facile ou pas? Et le feedback extérieur aussi est bon, est toujours utile. Quand quelqu'un dit, t'écris bien, ça donne envie de continuer, et ainsi de suite, quoi. Et en plus, avec ce que tu dis sur la métaphore de Sisyphe, c'est exactement à l'image de ce que tu as mis, de ce que tu as dit du titre de la malédiction. C'est que tu es voué sans cesse à repousser ton caillou et à le revoir tomber, et encore, et encore, et encore. Et en fait, c'est sans fin. Et un beau jour, tu te tournes le regard et tu fais « Putain, il y a un chemin, je n'avais pas vu. C'est en pente douce, je peux pousser mon caillou, en plus il y a de la neige, et ça va commencer à faire un effet boule de neige. Et la gravité est avec moi au lieu d'être obsédé par ma montagne, là, mon caillou. Il faut atteindre le sommet, là, il faut être le meilleur, il faut se dépasser. Allez, allez. Ouais, il y a des limites à ce paradigme aussi. C'est une très bonne continuité de la métaphore ou du mythe de Sisyphe, je dirais plutôt. Et voilà, parce qu'en plus, donc du coup, on vient de se rendre compte d'un second point, c'est que si tu disais il y a de la neige, il y a des boules de neige, mais ça veut dire qu'en plus, il était en train de monter ce caillou sous la neige, le pauvre. Ouais, du coup, il glisse en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que l'on oublie, c'est que quand on est dans cette posture de Sisyphe, on va l'appeler comme ça, c'est pas mal sa posture de Sisyphe, eh bien, en fait, on est en train de détruire petit à petit sa confiance en soi. Parce que finalement, tu te dis, mais quoi, mais je suis un nul, je suis un naze. L'autre, il arrive à faire un truc de fou, il n'est pas plus intelligent que moi, et pourtant, ça ne marche pas avec moi. Combien de personnes j'ai eu, et souvent dans l'entrepreneuriat, j'ai constaté que les personnes les plus talentueuses, celles qui avaient le plus de génie en elles, c'était celles qui galéraient le plus. Je l'ai vraiment, j'imagine que toi aussi, tu l'as. Alors, il y avait des études qui disaient que par rapport au QI, il y avait une histoire comme quoi jusqu'à un certain niveau de QI, eh bien, ça aidait à réussir. Et après ce niveau de QI, ça ne changeait rien. Je me pose la question, est-ce que même ce n'est pas contre-productif d'une certaine façon? Parce que finalement, je ne sais pas, c'est une question. Oui, c'est clair. Je ne sais plus si c'est dans ce que j'avais vu, il n'y avait pas cette notion d'après, même ça devient décroissant, effectivement.
ou parce qu'à un moment donné, tu te poses plein de questions et que du coup, tu te poses la question de l'éthique de ce que tu fais, tu te poses la question tu comprends que l'argent, c'est un besoin de sécurité, et l'argent n'est qu'une stratégie et que faire des millions, ok, mais pourquoi? Et du coup, pendant que tu te poses toutes ces questions, les mecs, ils ne se posent pas de questions, ils charbonnent et ils font leurs millions. Donc, à un moment donné, on peut se poser aussi la question de la finalité. Enfin, c'est même Et tu viens de soulever aussi un point intéressant, c'est celui de l'intégrité. Parce que, et là, on pourrait reprendre la spirale dynamique, parce qu'on va voir certaines personnes qui, clairement, à un niveau d'évolution, sont sur des niveaux rouges. C'est-à-dire qu'ils sont capables, ils n'ont pas d'état d'âme pour aller jusqu'à leur but, même si ça va faire des dommages collatéraux. Ça, on ne le voit pas. Et on se dit parfois qu'on doit être une sale personne, un connard ou connard, bon, c'est ça qui crée aussi des croyances, certaines croyances limitantes, pour y arriver. Que vraiment, qu'on enlève aussi ce mythe-là, il n'y a pas besoin, donc on a dit, on peut arriver sur quelque chose qui nous ressemble, mais il n'y a aussi pas besoin d'aller sur son côté sombre, sur son côté obscur, pour faire en sorte qu'une chose fonctionne. Il va y avoir des tentations, ça c'est clair et net, qu'on soit clair aussi, qu'on soit totalement transparent sur l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un chemin qui amène de nombreuses tentations, qui amène justement à nous positionner face à un côté, bon, c'est jamais blanc ou noir, mais face à des côtés gris ou face à des parties sombres. Et à garder en tête qu'il n'y a pas forcément besoin de se trahir, il n'y a pas forcément besoin de se désaligner avec ses valeurs, bien au contraire. C'est clair, parce que sinon, on va se sentir en conflit interne et on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul parce qu'il y a une partie de nous qui ne va pas vouloir y aller. Donc, certains vont appeler ça auto-sabotage. Ah, je m'auto-sabote, je m'auto-sabote. C'est un terme que je déteste parce que quand j'ai compris la réalité qu'il recouvre, en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est de l'autoprotection. C'est des parties de notre psychisme qui nous protègent. J'ai peur du succès, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'être vu comme un connard, j'ai peur d'être vu comme ça. On peut aller chercher aussi les croyances et les transmissions familiales. Hein. On est typiquement dans de la loyauté familiale et du coup, on se protège de casser le clan. Donc, on parle de spirale. Au niveau violet, il y a beaucoup de protection à ce niveau-là. Si dans mon clan, dans ma famille, on m'a enseigné, et après je me suis enseigné que l'argent me transforme en connard, ou que l'argent c'est mal, ou que les riches font des cons, enfin, les classiques qu'on peut voir en France, ou dans les sociétés où l'argent c'est un peu mal vu, eh bien pour rester fidèle et loyal envers cette tribu, je vais me protéger du succès. Mais ce n'est pas un sabotage, c'est une protection. Il faut bien se rendre compte des enjeux émotionnels inconscients d'appartenance au groupe. Et c'est là où la spirale que tu enseignes est d'une aide précieuse et permet, entre autres, de faire là encore un deuil. De dire, ah, mais peut-être que j'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur d'être complètement rejeté par ma famille. Waouh! Et en même temps, est-ce que j'ai envie de vivre toujours en loyauté avec eux toute ma vie et de continuer à perpétuer ce truc-là? Est-ce que je veux vivre ça? Et après, il y a des endroits où on va peut-être s'autoriser à trancher, justement. Et là, je reviens, c'est super pertinent, et je reviens au mot malédiction, dans le sens où, pareil, ici aussi, tu as déjà donné les pistes de solutions, mais à garder en tête que ce n'est pas parce qu'on est confronté à ça, on est confronté à ce que certains vont appeler de l'autosabotage, dire, voilà, j'ai peur de réussir. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment de la peur? Qu'est-ce qui est caché derrière? Ça, tu l'as dit déjà en amont. J'ai peur de réussir ou machin. Est-ce que je suis condamné à échouer? Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de malédiction, il y a juste je dirais même, pas à déconstruire, à tirer les fils de la pelote de laine pour voir ce qui se joue. Et c'est là où on en revient une fois encore, et c'est ce que tu fais au travers de tes accompagnements, c'est revenir sur apprendre à se connaître, revenir sur le fond de soi, aider la personne à chercher qui elle est vraiment, comment elle fonctionne. Et après, on va remettre de l'équilibre, de la cohérence et poser ce qui n'a plus de sens, découvrir de nouveaux chemins et ainsi de suite. Complètement. Et tu as parlé de déconstruction. En plus, tu utilises une expression que j'adore, tirer le fil de la pelote de laine. On est en plein dedans parce qu'il y a toujours la surface. Tu vois, j'arrive pas à ça. Ah, je procrastine. C'est OK, on a trouvé le bout du fil. Maintenant, on tire la pelote. Pendant longtemps, je disais que je faisais de l'ostéopathie mentale. Alors, c'est toujours vrai, de l'ostéopathie mentale. Petite parenthèse,
Tu as été ostéo, petite parenthèse, tu as été ostéo. J'ai été kiné, ouais. Kiné, pardon. Kiné, Tout à fait. Je fais un parallèle avec ça, ouais. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, du coup, tu disais pour Je la… disais, effectivement, c'est le parallèle de l'esprit. C'est qu'avant, là où je m'occupais des blocages physiques des gens, parce que je faisais une part d'ostéo aussi, les gens, en fait, on a tous des blocages psychiques. Alors, la plupart du temps, ils sont inconscients. C'est la raison pour laquelle on va d'abord chercher des solutions de surface extérieures à nous, des méthodes pour réussir. C'est ce qui nous amène, ce qui nous met ce qui nous met dedans, en fait. Hein. C'est qu'on va chercher des solutions extérieures à nous. Sauf que quand on teste plein de solutions et que ça ne marche pas, et des formations, putain, j'ai tout testé, ça ne marche pas. J'en viens à croire que je suis maudit, que j'en suis vraiment arrivé à perdre espoir, à me dire, mais putain, je ne suis pas fait pour être entrepreneur, mais je suis si mauvais que ça. Pourtant, j'ai quand même conscience que je suis intelligent, que je sais faire des trucs, et que surtout, je vois en comparaison, égotiquement, ou factuellement, je ne sais pas, je vois que je suis meilleur que beaucoup, que j'apporte plus de nuances, plus de clarté, et je vois que ce que je vois autour de moi ne vole pas haut. Et je me dis, merde, mais moi, je galère. Mais effectivement, je suis maudit, mais c'est quoi ça va, pour moi, ça va même plus loin que la confiance en soi dont tu parles, c'est qu'on remet en cause sa propre identité. Est-ce que je ne suis pas une merde en fait? Est-ce que je ne suis pas un gros blaireau et que je suis destiné à rester en galère toute ma vie? Et le niveau de souffrance que ça peut amener, c'est terrible. Et c'est pour ça que du coup, moi, ça m'a amené dans cette voie de l'adaptation du business et de l'entrepreneuriat à qui je suis, parce que c'est là où on en vient aussi à la métaphore du vilain petit canard, qui est toute récente, c'est qu'on est vraiment là-dedans. En fait, la malédiction de l'entrepreneur, en fait, c'est souvent une malédiction du vilain petit canard entrepreneur. C'est-à-dire que tu nais tu nais dans une famille, en tout cas dans un écosystème, même entrepreneurial après, avec des gens autour de toi qui font d'une certaine façon, qui te disent de faire tel truc, et ça ne marche pas. Et tu es toujours le vilain petit canard du groupe. Et les autres, ils ont l'air de ça marche et tout, et toi, ça ne marche pas. Et pourtant, tu fais comme eux, et pourtant, tu te formes aux mêmes endroits, et tu dépenses les mêmes fortunes, et tu continues d'être le vilain petit canard. Et un jour, en grandissant, un jour, tu es face à une flaque et ah putain, mais je ne suis pas un canard. Et en fait, à chercher à suivre les méthodes de canard, eh ben, on n'en devient pour autant pas un, on reste un cygne. Et en tant que cygne, ben, les méthodes de canard, ça ne marche pas. Donc, le parallèle nous montre que simplement, quand on a plein de coachs et de formateurs canards qui ne se posent pas de questions, dont ils pensent que tout le monde c'est des canards, et du coup, voilà, on pourrait prendre l'analogie du cygne noir, simplement, il y a des gens qui sont dans l'exception, exceptionnel au sens exception, c'est pas comme la norme. Moi, j'aime pas trop les étiquettes HP et compagnie, mais il y a une réalité quand même physique, biologique, ressentie en tout cas. Et force est de constater que quand ces personnes, ces profils cherchent à se suradapter à des méthodes, ils se foutent dedans. Ça ne fonctionne pas. L'estime de soi, elle est en berne et on arrive à de la… ça peut aller à de la dépression, ça peut aller à une autodégradation telle qu'on est en échec et on arrive, et tu arrives je suis arrivé à me dire, effectivement, mais est-ce que je ne devrais pas tout arrêter, en fait, et changer complètement de voie et faire autre chose, en fait, de ma vie? Non, c'est parce qu'en poussant le mythe de la méthode du coach qui a raison sur mon autorité intérieure, on en arrive à ça, à ce mythe de Sisyphe, effectivement, et c'est une fausse voie. C'est vraiment une voie de traverse qui amène… Alors, évidemment, toute voie est correcte, puisque j'ai tiré les enseignements, j'ai tiré les leçons, ça fait voyage du héros, tout ce que tu veux. Mais il n'empêche que, si on peut s'en rendre compte avant, c'est quand ça économise du temps, de l'argent, de l'énergie, et puis toute cette autodépréciation surtout. C'est terrible de penser toute sa vie qu'on a un problème. C'est très caractéristique aussi de ces profils un peu atypiques différents, de croire qu'ils ont un problème, qu'il y a un gène qui ne colle pas. Mais non, ce n'est qu'un fonctionnement. C'est juste que tu es un signe. On est des signes, Nico, des jolis petits signes. On n'est juste pas des canards. On est gracieux. On est gracieux, c'est ça. Alors que les signes comme les canards, c'est très bien les canards. J'adore le magret de canard. Mais voilà, faut à un moment donné regarder dans le lac et tiens, est-ce que j'ai pas passé ma vie à croire que j'étais… surtout qu'à l'époque, pour l'anecdote, j'ai toujours craché sur ce terme de HP et compagnie jusqu'à réaliser que, bon, même si le terme il est biaiseux, il y a cette réalité derrière. Et, ah ouais, c'est vrai, si, quand même. Et que tu regardes dans le lac, tu vois bien que tu n'es pas un canard, quoi. À un moment donné, il y a ce constat de réalité qui fait que de regarder la réalité en face, quoi. Je suis pas un canard. Et donc, je vais plutôt, en tant que signe, même s'il y a les limites de la métaphore,
je vais regarder ce qui, moi, colle vraiment à moi, en fait, à mon fonctionnement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se poser la question. Ils prennent une formation, ils l'appliquent bêtement, ça marche pour eux. Qu'est-ce que je suis envieux de ces gens-là? C'est génial, franchement. Je ne redis rien sur ça. Mais si moi, ça ne marche pas, OK, faisons autrement. Regardons à Ouais. l'intérieur. Qui je suis? Comment je fonctionne? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Et c'est ce que tu fais, Nico, et c'est ce que je fais aussi. C'est ce qu'on est, on est là, entre autres, aussi pour amener ça aux gens. C'est de dire, OK, arrêtez d'aller dans des chemins de traverse. Tournez le regard à l'intérieur. Ça peut Ouais. piquer, c'est sûr, ça va piquer. Mais quel beau cadeau à la clé. Ouais, totalement, totalement. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur à toi comme maman parce que, comme tu l'as dit, voilà, c'est une souffrance, quoi. Donc, si à un moment donné, on peut arriver à faire en sorte que, eh bien, ça permet d'éviter la souffrance ou d'éviter d'aller au bout du bout, d'aller dans cet état de déprime, de burn-out pour certains, voire les deux, voire un dégoût qui fait qu'une personne, eh bien, elle va partir sur un tout autre chemin alors que son talent est là et qui ne sera jamais exploité. Donc, c'est vraiment cette idée. Et j'aime bien, tu vois, sur la métaphore, sur le conte, je dirais, du vilain petit canard. Je disais, à un moment donné, voilà, on se regarde devant une flaque. Et c'est ce regard-là qui, euh, qui est pas évident. C'est qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois en face de moi? Et je ne vois pas qu'effectivement, on peut se regarder plusieurs fois dans la flaque et se dire, par comparaison, ben, physiologiquement, je ne ressens pas un canard. Donc, il y a quelque chose qui déconne à moi. Et Mmh. non, il n'y a pas quelque chose qui déconne en soi. Il y a juste, OK, j'accepte ce que je suis, j'accepte, comme tu disais, et là on en vient à cette notion de deuil, je fais le deuil que je n'ai pas envie de faire le pimpin sur Instagram en expliquant les trois conseils de ceci, cela. Alors, bon, encore une fois, hein, je ne suis pas critiquant là-dessus, mais c'est quelque chose, tu vois, bon, on va dire les choses clairement. C'est que c'est quelque chose que moi j'ai fait. J'ai réessayé l'année dernière, par exemple, et à un moment donné, je me rends compte, mais non, non, je ne me sens pas épanoui, je ne me sens pas heureux. Ce que je disais en amont, c'est il est nécessaire de le faire pour voir si c'est OK ou si ce n'est pas OK. Et c'est là, finalement, qu'à chaque fois, on va calibrer. Mais on ne va pas calibrer par rapport à de l'extérieur, même si, bien évidemment, on a besoin de feedback, parce qu'on est humain, mais on va aussi le calibrer par rapport à l'intérieur de soi. Comment ça vibre? Il y a un truc qui est super utile pour chacun et chacune d'entre vous, qui va vraiment vous aider. Et moi, c'était vraiment ce qui se passait. Quand j'ai tourné mes vidéos sur Instagram, je tournais 3-4 vidéos d'affilée, j'étais fatigué quand je sortais de là. Et j'écoute beaucoup ça. Quand Mmh. j'enregistre un podcast, putain, mais je suis en énergie. Et Mmh. rien que le simple fait de savoir si... et je sais que tu vois, quand on va arrêter l'enregistrement ici, qu'on va sortir de là, je sais que ça va me remettre en énergie. Mmh. Et ça, c'est vraiment un point clé pour chacun et chacune. Pour comprendre si vous êtes sur votre X, certains diront, ou sur un point d'excellence, sur votre trésor caché ou autre, c'est est-ce que ça vous nourrit en énergie ou est-ce que ça vous pompe en énergie? Et ça va aider. Ouais, c'est extrêmement précieux. Je te rejoins complètement sur ce point. Il y a des choses qui nous pompent, il y a des choses qui nous rechargent. Et c'est même, euh, je rajouterais même, juste pour le rendre applicable, que noter ça, en fait, d'avoir une page, et de noter, d'avoir un fil rouge avec notre petit carnet, de prendre ça, ça me gonfle, ça me pompe. Oh, après les appels avec telle personne et tout, ça me pompe, ça me baisse, ça me baisse, ça me baisse. Et ça me recharge, ça me recharge, ça me recharge. D'avoir un historique de ça va nous mettre justement une conscience sur ce qu'on fait de façon extrêmement bien, enfin, de façon très talentueuse. Parce que le risque aussi d'aller dans cette malédiction de l'entrepreneur c'est de se remettre en question au point où nos talents sont mis sous le tapis, on ne les voit même plus. On pense qu'on n'a pas de talent, on pense qu'on n'est pas bon à ça, et du coup, on part sur cette autre voie, alors que les talents, ils sont bel et bien là, mais ils ne sont pas exploités, ils ne sont pas mis en lumière. Et c'est fondamental. J'ai un superbe exemple aussi qui me vient en tête d'un ami, euh, Benjamin, si tu nous écoutes, qui justement s'est lancé dans l'infoprenariat, c'était en 2016, et enfin qui a commencé justement à travailler là-dessus, et progressivement, et je vais me permettre aussi de dire son type énagramme parce que je trouve que c'est intéressant aussi à ce stade-là, qu'il connaît, il est un type 5 énagramme.
Et donc, il a fait tout ce qu'il fallait faire en entrepreneuriat, il a suivi les règles, tout ça. Et au moment où se lançait à 100% à temps plein sur cette activité-là, eh bien, c'était difficile pour lui. C'était balbutiant. Il y avait quelques points qui lui plaisaient. Et au final, il se retrouve aujourd'hui avec son activité qui fonctionne, mais qui fonctionne hors du web. Et en fait, ce qu'il aime, ce qui lui plaît, c'est le contact avec les gens, c'est être vraiment en discussion, c'est être hors de l'écran. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé du type 5 Enneagramme, parce que de façon innocente, on pourrait se dire, type 5, au contraire, c'est la personne qui va, si on prend le cliché, qui va être derrière son ordinateur et qui va faire ceci, cela. Donc, c'est tout ça pour dire un point clé, c'est que déjà, il faut expérimenter pour savoir où est-ce qu'on est bien ou où est-ce qu'on n'est pas bien. Et de l'autre, il y a aussi ce point, c'est la connaissance de soi. Ça ne s'arrête pas à un type énéagramme, ça ne s'arrête pas à une fonction cognitive, ça ne s'arrête pas à un niveau inspire dynamique ou bien autre chose encore. C'est vraiment un tout. Et ce tout, c'est ça qui fait la singularité de chacun, chacune. Et tu parlais d'étiquette tout à l'heure. Il y a vraiment cette nécessité à un moment donné de savoir se positionner. Ça, c'est fondamental, je crois. Et après, pouvoir s'extirper de ça pour se dire, OK, là, par mon type énéagramme, par exemple, j'ai tel ou tel talent, mais aussi, j'ai telle ou telle autre chose qui font que, eh bien, je vais plutôt aller sur telle ou telle voie, et ainsi de suite. Complètement. Comme il y a un temps pour les modèles et un temps pour pas les modèles. Il y a un moment donné où, en fait, à des niveaux un peu plus perchés, entre guillemets, on a juste conscience d'être une facette de la vie et que il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur pour aller plutôt là ou plutôt là. Parce que je parlais de l'exemple de la tomate tout à l'heure, parce que je suis une essence on revient à l'essence en plus de l'énéa ou quoi, mais je suis une essence de cerisier ou une essence de pommier ou une essence de chêne ou j'en sais rien. Et cette essence-là, il y a à force d'écoute intérieure, qui est effectivement au-delà ou en deçà de tout le modèle, juste par une écoute, une observation directe de ce qui se joue en nous, dans nous en tant que vie humaine, il y a un truc qui va nous pousser à des endroits. Ça peut être plus ou moins facile ou plus ou moins très difficile à écouter selon les gens, selon où ils en sont. Mais à force d'y mettre le regard, à force d'écouter, on finit par entendre des trucs. Et il y a une direction, il y a une énergie. L'exemple de est-ce que ça me pompe est-ce que ça me pompe ou est-ce que ça me recharge est un des exemples. Mais au-delà de tout modèle, en fait, il y a des directions, il y a des élans de vie qui nous poussent là ou là. Et c'est au-delà de la logique, en fait. Ça peut nous amener sur des stratégies que tout le monde veut dire, oh, mais ça marche plus, un machin, écrire des articles, ou oh, ça, aller faire du porte-à-porte. Ouais, mais si c'est ton truc, et que ça marche pour toi, génial. Qui je suis, moi, pour remettre en question ton truc si c'est fonctionnel? Donc c'est là où on sort des modèles prépensés. C'est comme je sais pas, les modèles mentaux ou toutes les théories. Si la réalité biologique que tu vis, elle ne matche pas avec un truc qu'on t'a enseigné avec un modèle, eh bien, on s'en fout. Ta réalité prime plus que tout. C'est là où on peut s'affranchir de la carte pour être dans le réel, vraiment. Et si ça pousse là, pousse là. C'est du bon sens, après, à un moment donné. J'ai une question pour toi à ce stade. Une question plus personnelle. C'est à quel moment est-ce que tu as un moment ou un process ou dans ton chemin qui t'a permis de ça. Bon, je vais le reformuler différemment. À quel moment as-tu réalisé, as-tu compris que c'était plus possible dans la voie, on va dire, de Sisyphe et que tu as commencé à avoir ce chemin de traverse? Ah, quelle bonne question. Alors, quand est-ce qu'il y a eu plusieurs... Quel ce moment? Parce que quel ce moment? Alors, il y a eu la Réunion. En fait, quand j'ai pris à l'époque, quand je vivais à La Réunion avec Mégane, on est parti à La Réunion fin 2018. À l'époque, je me faisais coacher par un entrepreneur qui était très visible, qui vendait des trucs super chers et tout, qui faisait des coachings à étiquette et compagnie. Et il faisait partie de ces profils avec une idéologie, qui te vendait une idéologie. Là, en l'occurrence, le coaching haut de gamme à étiquette fait cher, machin. OK. Et en fait, je suis arrivé au constat en suivant celui-là et puis après un autre, en ayant vidé toute ma trésor dans des coachings, j'ai réalisé que je n'étais pas plus avancé
j'ai réalisé que j'étais encore plus perdu qu'autre chose. Et je me suis dit, et c'est là où j'en suis arrivé à me dire, mais j'ai payé les meilleurs, en tout cas les coachs les plus chers, soi-disant les plus demandés. Et je suis plus perdu et ça ne m'a pas aidé. Et je n'ai pas plus de ronds sur ma boîte. Il y a un problème. Il y a un problème et c'est moi le problème. Et c'est après, j'ai commencé à regarder que le problème, c'est que je croyais avoir un problème. Et là, j'en suis commencé à arriver. Putain, mais en fait, c'est mon fonctionnement. En fait, je ne dysfonctionne pas. J'ai un fonctionnement. Mais alors, quel est-il? Et c'est là où, en fait, j'ai vraiment commencé à battre en brèche le paradigme orange. C'était une phrase que j'ai entendue ça, c'est un des événements, du coup, c'est l'histoire des coachs. Et puis après, il y a une phrase en Club V qui m'a cassé la tête. Toi, tu vas rigoler, tu sais pourquoi. Et il a dit à un moment donné dans une vidéo, la vie ne peut pas être réussie, tout comme elle ne peut pas être échouée. La vie, elle est juste là pour être vécue. Ça m'a éclaté au sol. Parce que j'étais mûr pour l'entendre, je pense, mais ça m'a brisé un truc, ça m'a pété une transe. J'étais en mode, putain, mais alors pourquoi je me défonce autant? S'il n'y a pas de point B, si le seul point qu'il y a. Alors, je l'avais entendu plein de fois, bien sûr. J'ai médité, j'ai fait des retraites de méditation, tout ce que tu veux, j'ai fait tout ce qu'il faut. Hein. Mais je n'avais pas compris vraiment cette idée de l'instant présent. Mais en méditant, je pensais quand même, je voulais être plus zen, plus en paix, plus ceci, plus cela. Donc, il y avait toujours l'idée d'un futur illusoire ou d'être plus, d'être m'améliorer. Et là, ça m'a ramené ça a brisé quelque chose et ça m'a ramené dans la réalité de ah, mais s'il n'y avait pas de finalité dans la vie, du coup, qu'est-ce que je fais là en fait? Après quoi je cours? Et c'est là où j'ai commencé à regarder le truc que tu disais de déconstruction, de tirer la pelote. Je suis allé regarder à l'intérieur et ça m'a commencé à. Ça a cassé un voile. Ça a dévoilé, tu sais, comme dans l'ésotérisme, dans l'hermétisme. Ça a cassé un truc. J'ai dévoilé. J'ai commencé à regarder. Je fais oh putain. Et j'ai commencé à découvrir des émotions, de la tristesse, tous les trucs qui étaient là et que je savais que c'était là, mais que je ne voulais pas le voir parce qu'il y a les mécanismes de défense. J'ai commencé à voir. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir. Et même si à l'époque, 2016, je connaissais l'énéagramme, et même à l'époque, on en avait parlé ensemble, après, j'ai commencé à voir vraiment, à vouloir, à être prêt de voir le lac. Parce qu'il y a un moment, en fait, où tu ne veux pas t'approcher du lac parce que tu as peur de ce que ça va renvoyer le reflet de l'eau, le reflet brut de l'eau. Et c'est ce que fait l'énéagramme, c'est qu'il renvoie un reflet brut de la réalité de qui tu es, en tout cas d'une grande partie de ton fonctionnement. Et ça, à un moment donné, j'étais prêt à le voir. Mais du coup, dans ce retour de la réunion, j'étais dans une phase très, très down où justement, mon business était tombé à zéro. En quelques mois, toutes les planètes se sont alignées pour que Facebook bloque ma pub, donc mon livre ne se vendait plus. Mon plus gros client en prestation marketing copywriting a arrêté pour problème de budget. Mes clients en coaching ont tous arrêté aussi en espace de quelques mois parce qu'ils avaient pour X raisons de budget, de vacances, de machin. En quelques semaines, je me retrouve à zéro. Wow. À zéro total. Mais là, c'était une claque monumentale. Justement, j'en étais à ce truc. J'écoute Franck Lobvé. Il se passe ça, genre quelques semaines, quelques mois après. C'était le moment où on rentre de la réunion en plein Covid avec Megan. Donc, tout ça, c'est juste après avoir fait les meilleurs mois de ma boîte aussi. Donc, il y a quelque chose de très. Ça bouge dans tous les sens. Je suis face à l'échec, ce qui est intolérable pour moi, mais ce que je comprends qu'après. Et là, je commence à pointer le regard à l'intérieur, effectivement, à me dire OK, qui je suis en fait? Je me pose cette question depuis des années, machin, ok, mais qui je suis vraiment? Parce que je me la pose depuis 2009, cette question. Peut-être même avant, mais c'est à partir de 2009 que j'ai commencé à regarder sur Internet. Et après se pose vraiment la question, en fait, de, ok, pas le qui je suis, parce qu'avant le qui je suis, c'est ah, mais attends, je me pose des questions, mais je veux avoir plus confiance en moi, tu sais, j'essaie de dire les filles, il y a poser des questions, mais c'est quand même sur l'extérieur. Puis à un moment donné, il y a la vraie question de, ok, il y a quoi en face dans le reflet du lac, il y a quoi là? Et c'est là que ça a commencé à changer du coup de paradigme et où de retour de la réunion, il y a eu trois gros éléments qu'on jouait. Il y a évidemment l'énéagramme, il y a eu de la thérapie et il y a eu des psychédéliques. Et les trois ont pointé en fait au même endroit, à l'intérieur, en delà des mots, dans mon vécu, dans ce que je vis, dans ce que je ressens. Et là, ça m'a explosé tout ce que je pensais, tout ce que j'avais fabriqué, tout ce que j'avais imaginé, tout le faux self que j'avais construit. Enfin, il n'y a pas de vrai self comme il n'y a pas de faux self, hein, mais bon, c'est une terminologie, mais on a compris. Je suis allé au-delà de l'illusion et du coup, j'ai découvert d'autres parties de moi, en fait. J'ai découvert des trucs que je ne soupçonnais pas en moi, une sensibilité, des émotions, de la tristesse, comme je disais. Et c'était juste plus possible de faire Sisyphe, en fait.
J'ai vu, pour finir sur ce chapitre, pour répondre vraiment concrètement à ta question, j'ai vu, et c'est plus que vu, j'ai vécu le prix que je payais toutes ces années de me considérer comme une machine productive à produire, à faire des trucs, à accomplir des objectifs, à accomplir du succès, etc. J'ai vu le prix que je payais de me traiter de la sorte et c'était plus possible. Parce que comme j'étais allé voir à l'intérieur et que j'étais plus au contact de moi, de mes émotions, de mon enfant intérieur, de ce que je vis, c'était plus OK. En fait, je me respectais plus, je me respectais pas. Donc, c'est là où j'ai tranché. Non, mais j'ai pas, ça s'est fait tout seul. À un moment donné, c'était plus possible. Donc, j'ai tranché, je fais non, j'arrête. Et du coup, j'ai passé un an comme ça à rien foutre. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je bossais plus. À part gérer les clients que j'avais en coaching en 2021. 2021, ça a été une année où je me souviens même plus parce que j'ai rien fait. Rien fait selon mon prisme, rien fait d'utile et de productif. J'ai tout arrêté. J'ai fait mon introspection, j'ai continué mes introspections, à creuser les négatifs, à creuser plein de choses, la spirale, etc., à creuser en moi. Mais j'étais plus dans le monde extérieur, justement. Et après, il y a eu un élan à un moment donné de revenir dans le monde et de revenir à produire. Mais ça partait d'un autre endroit. Il n'y avait plus forcément l'envie à tout prix de réussite rapide et tout. Et là, il y a eu la naissance des pas naissances. Et là, j'étais prêt à m'investir dans un projet long terme. Là où avant, j'ai changé plein de fois de projet, j'étais jamais sûr et machin. Et puis là, il y a un truc à pousser, OK, voilà le projet. C'est ça. Et pas naissance qui est ton bébé, pour rappel. Ouais, c'est ça. C'est mon bébé, exactement. Le petit acronyme épanouissement de l'essence. C'est notre essence, laisser épanouir notre essence, entre autres à travers l'entrepreneuriat, mais pas que, mais effectivement, de laisser épanouir l'essence en soi, quoi. Et il n'y a plus le sujet de. Bien sûr, de temps en temps, ouais, ça doute, ça machin, mais j'ai plus d'élan de changer de projet. Parce qu'avant, je fonctionnais un peu à la dopamine de putain, il faut des réussites, des machins à court terme. C'est plus sur du sens, en fait. Je l'ai toujours été parce que je peux pas, j'arrive pas. On m'a toujours dit, Fabien, le e-commerce, j'ai toujours entendu, tu sais, e-commerce, dropshipping et tout, tu devrais faire, et ça marche bien. Ouais, c'est super, hein, j'ai des potes qui ont fait des fortunes avec ça, hein, mais j'ai jamais pu. J'ai toujours eu trop ce sujet du sens pour moi. Ouais. Et par contre, j'étais quand même encore beaucoup dans la voie de Sisyphe. On est beaucoup on est beaucoup des girouettes. Parce que tu pousses ton caillou, mais très vite il retombe, et du coup, en fait, tu vas pousser un autre caillou d'une autre façon. Et du coup, on est toujours sur le même paradigme. Donc, en fait, ça nourrit toujours le même. C'est toujours sur la même énergie de fond. Du coup, moi, même s'il y avait du sens dans ce que je faisais, je cherchais toujours ce qui avait le plus de sens. Je gravitais toujours en surface parce que je n'étais pas allé creuser qui j'étais vraiment. Je n'étais pas allé voir au fond du fond, derrière le masque de surface, quoi. C'est super intéressant. Je te remercie vraiment pour ce partage parce que je trouve que ça permet d'enrichir vraiment tout ce qu'on a dit. Ça donne vraiment du sens. Et pour rebondir et pour conclure un petit peu sur, je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses, mais pour conclure sur la malédiction de l'entrepreneur, finalement, quand il t'est arrivé tous les moments de galère et le moment où tu as eu cette phrase de Frank Lobé et toute cette partie-là, c'est un peu comme si finalement l'univers t'avait envoyé cette bénédiction. La bénédiction qui peut sembler sous une forme de difficulté et qui amène sur l'étape d'après. Complètement. Mais bien sûr, tout ça, est-ce que c'était écrit? J'en sais rien, mais en tout cas, peu importe la narration qu'on y met par-dessus, mais en tout cas, ça devait se faire puisque ça s'est fait. Et à un moment donné, il y a des moments où j'arrête de lutter contre la réalité, ce qui est. Et il y a cette perfection de l'instant. Il y a la vie, elle sait infiniment mieux que moi. Je veux dire, je ne décide pas quand j'ai soif, quand j'ai faim, quand j'ai envie de faire un contenu ou quand j'ai envie de parler, envoyer un audio à Nico. Je ne le décide pas. Il y a quelque chose, c'est la vie, quoi, la vie en mouvement. Et quelque part, du coup, c'est là où il y a une notion de foi. Je sais que tu aimes bien ces vertus théologales, toi aussi, la foi, l'espérance et l'amour. Et cette foi en la vie, en fait, une foi indéfectible en la vie en moi, qu'il y a les réponses. Si je tends et du coup, la foi aussi est la perfection du parcours. De quoi que j'ai vécu, il y a une perfection dans ça, en fait. Donc, il n'y a pas, tu vois, j'aurais pu me dire, ouais, mais si seulement, je me dis, bien sûr, tu sais, on se le dit tous, si j'avais trouvé le Bitcoin en 2010, si j'avais trouvé plutôt ma voie, mais
Mais non, tout est parfait tel que c'est. Il n'y a pas besoin Ouais. de juger le passé avec le soi du présent, quoi. C'est très juste, c'est très juste et je pense qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, ben, je te remercie vraiment pour cet échange, pour ce partage. Ça a été un vrai plaisir et je pense que ça l'aura été à l'écoute pour chacun et chacune d'entre vous. Toi ou vous qui nous écoutez, je vais te demander mais justement de dire alors un commentaire si tu regardes sur YouTube. Je crois que sur Spotify, j'ai rajouté aussi un petit truc de commentaire, donc il est possible de poser commentaire. Et voilà, mais si tu souhaites qu'on refasse d'autres interviews avec Fabien, qu'on reparle d'autres sujets, et d'ailleurs, quel sujet? Ça pourrait être intéressant, parce que nous, on a plein de choses à dire, à échanger encore. Donc, on a juste besoin du feedback. Juste maintenant, on a besoin du feedback pour savoir si c'est OK ou pas. Et puis, comme d'habitude, si tu es sur les plateformes podcast, pense à mettre une note, une petite 5 étoiles et un petit commentaire. Ça aide beaucoup, beaucoup là-dessus. Merci à toi. Je te laisse faire le dernier mot. Et on se dit pour chacun et chacune qui m'écoute à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Le dernier mot? Ouais, Une petite citation alors que j'ai repris parce que je ne la connais pas par cœur. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. On attribue ça à Albert Einstein, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour amener à cette idée du cygne et du canard, en fait. C'est ouais. quand on passe toute notre vie à essayer à grimper un arbre alors qu'on est un poisson, il faut juste aller dans l'eau, les gars, quoi. Donc, c'est tout. C'est tout pour moi. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Épanescence ou sur mon YouTube ou sur la prochaine vidéo qu'on fera avec Nico aussi, qui viendra sur Vous la avez chaîne. les liens également. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Vous retrouverez les liens en description pour retrouver Fabien sur ces différents lieux. Et je vous invite vivement à le faire. Merci. Merci Nico. À bientôt pour échanger sur notre podcast ou ailleurs. Et bonne journée à toi et à tous. Ça marche. À très vite. Au revoir à tous.